Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue sur Vision 4 Télévision. Nous sommes aujourd'hui le lundi 30 mai 2022. Le 10h Afrique s'ouvre et sera décrypté en langage de signes par Fabiola Bachayo. Ouvrons donc cette édition par le Tchad. Où sont passées les indemnisations des victimes du régime Hissène Habré? 6 ans après les condamnations de la justice, les rescapés des exactions commises sous l'ancien président appellent à la responsabilité de l'Union africaine pour rentrer dans leurs droits. En Guinée équatoriale, le sommet extraordinaire de l'Union africaine de Malabo qui a débuté récemment s'est achevé dans la capitale équato-guinéenne. Un conclave qui a réuni les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui prend fin avec plusieurs résolutions que nous allons évoquer ici avec Esther Ouna. Après la première partie du sommet de Malabo consacrée à la crise alimentaire en Afrique, ce 28 mai 2022 était dédié au changement inconstitutionnel de gouvernement sur le continent africain. Bien avant la clôture des travaux, les chefs d'État et de gouvernement ont pris plusieurs résolutions, à savoir, entre autres, la levée des sanctions économiques imposées par les puissances occidentales depuis plus de 20 ans au Zimbabwe, la création d'une agence humanitaire africaine, ainsi que la mise en place d'un fonds humanitaire d'urgence. En 2022, l'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique abritent actuellement 4,5 millions de réfugiés. Dans cette même région, les besoins alimentaires ont augmenté de 70% et plus de 25 millions de personnes y sont en situation d'insécurité alimentaire. En Afrique de l'Ouest et centrale, on compte 58 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire. C'est dans le but de trouver des solutions suite à la multiplication des conflits armés internes prolongés, en passant par les conflits intercommunautaires ou encore les multiples effets du changement climatique, que les chefs d'État se sont réunis à Malabo en Guinée équatoriale pour ce sommet extraordinaire. Une conférence de donateurs a permis de déboucher sur une mobilisation des fonds afin de venir en aide à 113 millions d'Africains ayant besoin d'une aide d'urgence, dont 48 millions de réfugiés recensés par l'Union africaine. Rendons-nous à présent au Nigeria où le principal parti d'opposition du pays a désigné samedi 28 mai dernier l'ancien vice-président Atiku Abubakar comme son candidat à l'élection présidentielle de 2023 qui affrontera le président sortant Muhammadu Buhari. Atiku Abubakar, âgé de 75 ans, a remporté la majorité des voix des délégués du PDP et qui ont voté lors d'une élection primaire, battant ainsi le gouverneur de l'État de Rivers. Toujours au Nigeria, c'est un mouvement de foule qui a fait 31 morts. C'était à l'occasion d'une remise de dons par l'église presbytérienne nigériane. Les milliers de personnes qui attendaient se sont vues entraînées dans un mouvement de foule par ceux qui arrivaient encore plus nombreux. Le bilan fait état de 31 morts, surtout des femmes et des enfants. Le récit de Christelle Bada. C'est un spectacle désolant. Ces chaussures, sacs et écharpes appartiennent aux victimes. La catastrophe est survenue lors de la remise de dons par l'église pentecôtiste nigériane King Assembly. À l'origine, selon plusieurs témoins, des centaines de personnes ont fait irruption dans la salle, se heurtant ainsi aux longues files d'attente formées depuis la veille. Toute chose qui a déchaîné ce mouvement de foule. Il disait aux gens, rentrez, rentrez. Certains étaient déjà à terre. Il y avait des gens qui poussaient les autres, qui étaient déjà à l'intérieur. Des gens sont tombés, et ceux qui poussaient à l'arrière ont marché sur eux. Le terrain de polo a été le théâtre de cet événement, un lieu choisi par les donateurs qui l'ont trouvé vaste et capable d'accueillir une grande foule. Malheureusement, l'encadrement des différents acteurs était visiblement très faible.
Je pleurais, je criais, j'ai même appelé la sécurité. Je leur ai dit, regardez ce que vous avez fait. Les gens étaient déjà devant la porte, pourquoi ne pas les avoir laissés entrer? Pourquoi les repousser? Ce n'est pas juste. Quand vous voyez des gens inconscients au sol, alors qu'il y a 5 minutes encore, ils étaient debout à vos côtés, c'était vraiment douloureux. Les familles des victimes sont en larmes et exigent réparation. Une enquête a été ouverte pour plus de lumière sur cette tragédie. Le pape François se rendra du 2 au 7 juillet en République démocratique du Congo, puis au Soudan du Sud. Le voyage sera notamment marqué par la rencontre avec les victimes de violences dans l'est du Congo, ainsi que par une forte dimension religieuse à l'étape sud-soudanaise. En RDC, toujours à la suite des sanctions prises par le gouvernement congolais à l'encontre du Rwanda, les habitants de la ville de Goma, à l'est de la RDC, foyer des attaques terroristes, se félicitent de ces décisions. Décisions prises au lendemain d'une énième attaque terroriste dans cette partie du pays, entre autres la suspension des vols rwandais en direction de la RDC. Ces mesures sont à saluer pour la plupart des populations de Goma. Félicia Fouta. Le gouvernement congolais a décidé ce week-end de suspendre les vols de la compagnie aérienne rwandaise en direction de la RDC. La nouvelle réjouit les habitants de la ville de Goma, qui estiment d'ailleurs que cette mesure est peu suffisante. Les mesures prises par le gouvernement congolais sont encouragées, parce que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on aille plus loin que ça. C'est inacceptable que le Congolais puisse continuer à subir cette tragédie, tout simplement parce qu'ils ont décidé à un moment donné d'accorder l'hospitalité à un pays voisin. En effet, la République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23 qui ont attaqué la ville située à 20 km de la ville de Goma, forçant des milliers de civils à fuir en début de semaine dernière. La RDC et le Rwanda entretiennent des relations tendues depuis l'arrivée massive dans la République des Hutus rwandais, accusés d'avoir massacré des Tutsis lors du génocide rwandais de 1994. Régulièrement, la République démocratique du Congo accuse le Rwanda de mener des incursions sur son territoire et d'y soutenir des groupes armés. Les tensions persistent entre la RDC et le Rwanda, menaçant de perturber le fragile équilibre dans la région des Grands Lacs. Après des tirs de roquettes de la RDC en direction du Rwanda, c'est la suspension de Rwandair en RDC qui vient jeter de l'huile sur le feu des relations déjà tendues entre les deux pays. On va donc marquer un temps d'arrêt pour en parler dans le cadre de l'entretien. Et pour cela, nous recevons sur ce plateau notre consultant Pi Bruno Ngba. Bonjour Pi Bruno et bienvenue. Bonjour Inès, merci de me recevoir. Bon début de week-end, de semaine à vous et à vos millions de téléspectateurs. Vous êtes encore dans le week-end, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est lundi 30 mai 2022. Puis Ngba, par rapport à cette situation, le président sénégalais Macky Sall, qui est également président en exercice de l'Union africaine, a-t-il des raisons de s'inquiéter outre mesure de cette situation enregistrée entre la RDC et le Rwanda? Tout à fait, tout à fait. Je crois que le président Macky Sall de l'Union africaine est dans son bon rôle, dans la mesure où les Grands Lacs sont loin d'être un havre de paix et la violence y atteint parfois des pics inimaginables. On peut citer quelques exemples. On sait que c'est parti d'une situation conflictuelle entre communautés ethniques pour aboutir à peut-être le pire génocide que l'Afrique a connu jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire la rivalité entre Hutus et Tutsis a plongé l'Afrique au cœur même de l'horreur. Et vous avez également que c'est la même situation conflictuelle entre communautés qui entraîne un repli identitaire, notamment à l'est de la République démocratique du Congo. On suivait le reportage tout à l'heure de Félicien Fouta qui parlait de la ville de Goma et du rejet des Rwandais. Donc il y a eu déjà à l'est de la République démocratique du Congo la crise dite des Baya-Mulenge, donc le rejet des étrangers dans cette partie du pays. Et vous avez également que le rôle joué par l'Ouganda et le Rwanda dans la déstabilisation, dans la guerre civile, le déclenchement de la guerre civile au Zaïre, devenu plus tard par la République démocratique du Congo, devenu plus tard la République démocratique du Congo, que ce rôle-là est toujours resté en travers de la gorge des Congolais. Et
Autre élément, la lenteur ou l'incapacité de la communauté internationale à toujours trouver des solutions dans les crises qui se déclenchent, surtout dans la région des Grands Lacs, qu'on dit en ébullition, qu'on dit également être une véritable poudrière. Et pour couronner le tout, le foisonnement dans des bandes armées, c'est subséquent. Cela est subséquent à toutes ces tensions-là, toutes ces crises et puis la guerre civile qui s'est installée. Il y a des bandes armées qui foisonnent, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo et qui créent donc une instabilité permanente, d'où des tensions, d'où l'inquiétude justifiée du président en exercice de l'Union africaine. Justement, Pibenon, reste-t-il tout de même une place pour la diplomatie comme solution préventive pour que cette ébullition ne conduise pas finalement à une explosion entre les deux pays et même dans la région des Grands Lacs? Oui, Inès, disons que le président Macky Sall s'y prend à temps. D'après ce que vous sortir d'une réunion fort à propos consacrée entre autres à la résolution des crises en Afrique, où on comprend que quand il tire la sonnette d'alarme, c'est pour attirer l'attention de la communauté internationale et c'est pour peut-être avancer des solutions pour prévenir une éventuelle crise, une éventuelle ébullition ou alors une explosion, comme vous dites, dans cette région. Et on peut également revenir sur le récent voyage du président Tshisekedi au Burundi. Et au cours de ce voyage, on sait que ça a été beaucoup plus diplomatique. C'est vrai qu'il y avait également des enjeux économiques. Peut-être un jour, on aura l'occasion de revenir sur ces enjeux économiques. Mais au niveau diplomatique, on sait quand même qu'il était question entre le président Ndayishimiye et le président Tshisekedi de trouver des solutions pour la paix, pour le retour de la paix de façon globale dans cette région des Grands Lacs. Et il y a également lutter effectivement contre les bandes armées dans cette partie du pays, notamment de la partie est de la République démocratique du Congo et le désengagement justement des soutiens étrangers à ces bandes armées, notamment l'Ouganda, le Rwanda et même le Burundi, parce que tous ces pays satellites-là, tous ces pays limitrophes à la RDC soutiennent chacun une bande ou des bandes armées. Et vous avez également donc comme solution globale diplomatique pour venir à bout de ce phénomène, vous avez le projet de création d'une force militaire conjointe dans cette région, dans la région des Grands Lacs, justement pour lutter contre les mouvements armés. Donc vous voyez que progressivement la diplomatie avance pour que les solutions préconisées soient peut-être pérennes. Merci à vous, Pibre Nongba, d'avoir répondu à nos questions sur ce cas. Demain est un autre jour et une autre actualité sera développée par vous. C'est un rendez-vous, Inès. Madame, Monsieur, la suite, c'est avec l'Afrique du Sud. La gestion des déchets est une affaire de tous. Au-delà des mesures prises par les autorités, des entreprises impliquent les populations dans le triage des déchets plastiques afin de les recycler. Un véritable travail à la chaîne qui améliore au final la lutte contre la pollution. Voyons cela dans son reportage de Chimène Baliba. Avec plus de 6 millions d'habitants, la gestion des déchets dans les townships de Johannesburg nécessite un véritable travail de titan. C'est un combat sans relâche que le gouvernement mène depuis des décennies. En 2018, le tri des déchets plastiques est devenu obligatoire, mais sans réel succès. Il y a une nuisance lorsqu'il y a du vent sur les propriétés voisines ou adjacentes à ce site de décharge. Nous recevons alors des plaintes des gens. C'est un vrai problème. Des particuliers ont fait des ordures une niche d'opportunité. Dans cette décharge de la capitale, ce secteur est une véritable industrie. Plusieurs entreprises, à l'instar de World Herd Recycling, proposent aux populations de rassembler les déchets dans un sac dédié. Ils sont ensuite récupérés par ces ramasseurs informels, triés par catégorie, puis confiés à une usine de recyclage. Si nous pouvons arrêter d'utiliser des plastiques non recyclables dans nos matériaux d'emballage et si nous pouvons encourager plus de gens à commencer à recycler, nous aurons un taux de recyclage de base. La lutte contre la pollution reste un enjeu majeur en Afrique, dans la mesure où 55% des déchets sont ramassés, mais seulement 4% sont recyclés. Cette alternative a aussi permis à de nombreux Sud-Africains d'avoir une activité génératrice de revenus dans un contexte où le chômage atteint des records.
C'est d'ailleurs avec ces images venant de l'Afrique du Sud que nous allons mettre un terme à cette édition d'information première de cette semaine. Nous vous remercions pour votre bien aimable attention et votre confiance sans cesse renouvelée à la chaîne. On vous rappelle qu'à 10h30 tout à l'heure, vous allez retrouver les dinosaures de l'information. C'est le programme Tour d'Horizon, 12h. Une autre édition d'information vous sera présentée et ce sera Viviane Andrea Abessala qui sera aux commandes. Fabiola Bachayo a décrypté cette édition d'information en langage des signes. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. À demain, même heure, même chaîne.